Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo que j'ai refait pour la compléter, je vais vous parler de ce qui a fait tomber l'avion du funeste vol AF447, le décrochage. Tous les avions, de l'Éole de Clément Ader à l'Airbus A380, en passant par celui que vous voudrez, volent selon le même principe aérodynamique. Ils sont portés par l'air, entraînés par leur vitesse. Porter n'est pas exactement le terme, disons plutôt aspirer. En effet, l'aile d'un avion, entre son profil et son inclinaison, appelée incidence, génère au-dessus et derrière elle un tourbillon de dépression, un vide d'air, qui en réalité soulève l'avion. Plus la vitesse est grande, plus l'effet est prononcé. Ce phénomène est appelé effet Venturi et participe à 60% de la portance de l'avion. On dit qu'un avion décroche lorsque sa vitesse devient trop faible, et la force de dépression n'est plus suffisante pour sustenter l'avion, ou qu'il a une incidence d'inclinaison trop importante. Un avion qui décroche est en train de tomber, comme vous l'aurez compris. Les risques de décrochage les plus dangereux se présentent au décollage et à l'atterrissage, puisque l'avion est à vitesse très réduite et à une altitude très faible dans les deux manœuvres. On peut corriger ce phénomène en mettant les gaz à fond, repositionner l'avion à l'horizontale ou le faire plonger légèrement si possible en fonction de l'altitude disponible. Ces risques et les manœuvres de rattrapage sont parmi les premières leçons que l'on dispense aux élèves pilotes. Si nous comprenons maintenant pourquoi et comment un avion décroche, il faut savoir que ce n'est pas inéluctablement fatal. En effet, plus un avion dispose d'un maximum d'altitude, la marge de chute en l'occurrence, plus il a le temps d'être repositionné, contrôlé, relancé, stabilisé. Durant le vol AF447, il semblerait que les 3 pilotes aux commandes n'aient pas été en mesure d'effectuer une manœuvre de rattrapage de décrochage, malgré les 10 000 mètres de marge dont ils disposaient. Le rapport du BEA de juillet 2012, librement disponible en ligne, va nous aider à comprendre pourquoi. Page 156, on nous explique en termes savants ce que j'ai présenté au début. Un phénomène important est évoqué, le buffet. C'est un tremblement, traduction en français, particulièrement caractéristique, provoqué par la vibration des ailes, lorsque l'avion perce la vitesse nécessaire à sa portance et tombe à plat. Véritablement, l'avion bat des ailes, soulevé par le flux d'air vertical. Pour imager, on peut dire que c'est l'avion qui parle en disant « Oh les gars, réveillez-vous, je suis en train de tomber ». Cet effet est préalablement et systématiquement accompagné d'une alarme de décrochage appelée stall warning. C'est donc une confirmation de chute. En aéronautique, les deux plus grands périls rencontrés, en excluant les dégâts structurels, sont l'incendie et le décrochage. Et les deux situations sont encadrées par des procédures précises et rigoureuses enseignées dans les formations. Le vol Swissair 111 en est un tragique exemple. Pour revenir au buffet, la page 156 confirme, à travers Airbus, ce que je viens d'écrire. Un décrochage se produit en outre par un buffeting prononcé, précédé de l'alarme auditive. Page 158, dans le cadre de la formation de base, on nous explique clairement, je cite, « La connaissance à la fois théorique et pratique des phénomènes de décrochage, ainsi que les manœuvres de récupération associées, sont enseignées aux pilotes sur avions légers. Les épreuves de test prévoient notamment que l'examinateur vérifie la capacité de l'élève à sortir du décrochage en différentes configurations. Ce qui prouve bien que ce qui est valable pour un avion léger l'est aussi pour un gros porteur. » Nous lisons plus loin dans la rubrique « Formation en compagnie », et là je ne m'attendais vraiment pas à une telle déclaration confirmation. À la date de l'accident, les actions immédiates étaient réduction simultanée d'incidence et application de la poussée TOGA. TOGA est la poussée maximale que l'on applique au décollage. Et ceci dès les premiers signes d'apparition du décrochage, alarme et apparition du buffet. Une perte minimale d'altitude était attendue, et pour cause, c'est une conséquence directe. Détail supplémentaire, l'avion, s'il atteint une vitesse nulle et tombe à plat, se met naturellement à basculer vers l'avant. Ce mouvement est appelé abatté. Cela facilite sa reprise de vitesse, accompagnée d'une remise des gaz. En bas de page 158 et suivante, on nous apprend que 6 mois avant l'accident, Airbus, dans un symposium est un congrès d'experts, revoit ou reprécise des actions à exécuter lors d'un décrochage notamment. Principes et techniques du vol à haute altitude. Décrochage. Problèmes pouvant mener au décrochage sur Airbus, entre parenthèses, mauvaise utilisation des automatismes, givrage des sondes pitot.
Comme quoi le sujet est parfaitement maîtrisé, contrairement à ce qui est affirmé page 205, et nous sommes ici dans un symposium. Technique de récupération, je souligne que nous parlons de haute altitude, buffeting basse vitesse et confusion possible avec le buffeting haute vitesse. En effet, l'avion peut se mettre à vibrer à haute vitesse, appelée survitesse. Manifestement, les vibrations produites peuvent être assimilées à celles provoquées lors d'un décrochage. Toutefois, 3 éléments peuvent être retenus pour les dissocier sans aucune erreur d'appréciation. L'alarme associée, on ne peut ni les confondre ni les entendre en même temps. Le visuel à l'extérieur ou aux instruments, variomètre et altimètre, et la sensation ressentie. Les forces inertielles de chute ou de vitesse ne se ressentent pas du tout de la même manière. La page 160 et suivante énumère les procédures et avertissements liés à l'alarme de décrochage susceptibles de se déclencher anormalement. Une fois encore, le synopsis présenté en début de rapport est presque une forme de conclusion. On y lit page 19. L'accident résulte de la succession des événements suivants. La non-identification par l'équipage de l'approche du décrochage, l'absence de réaction immédiate, la sortie du domaine de vol, l'absence de diagnostic de la part de l'équipage de la situation de décrochage et en conséquence l'absence d'action pour le récupérer. C'est absolument gravissime dans la mesure où ils étaient en pleine connaissance de tout ce que je viens de vous présenter, en plus des formations spécialisées qu'ils ont suivies, que l'on découvre fin de page 26 et suivante. Page 206, les conclusions nous confirment que, je cite sans rien ajouter, l'avion est entré dans un décrochage prononcé, annoncé par l'alarme de décrochage et un fort buffet. Malgré ces symptômes persistants, l'équipage n'a jamais compris qu'il décrochait et en conséquence n'a jamais appliqué de manœuvre de récupération. Dans son état actuel, la reconnaissance de l'alarme de décrochage, même associée au buffet, suppose que l'équipage attribue à l'alarme une légitimité minimum. C'est absolument consternant. L'avion est en train de leur dire qu'il tombe, confirmé par l'alarme associée, le variomètre est collé au plancher, l'altimètre défile à s'en arracher les aiguilles, et ils n'ont pas été en mesure de comprendre qu'il s'agissait d'une situation d'extrême urgence. Alors que pages 107 et 108, on nous apprend comment les pilotes doivent réagir. Et sans se démonter, on nous annonce, entre autres page 207, ces événements peuvent trouver leur explication dans la combinaison des facteurs suivants. L'incompréhension de la situation et la déconnexion du pilote automatique, alors que la perte de l'indication de vitesse était immédiatement visible, l'absence d'entraînement à haute altitude, au pilotage manuel et à la procédure de vol avec IAS douteuse, sujet abordé dans le symposium, alors que les recommandations page 158 sont valables quelle que soit l'altitude. L'absence d'indication claire dans le poste de pilotage de l'incohérence des vitesses identifiées par les calculateurs. Il semble donc que la lecture seule des instruments de base ne soit pas suffisante pour leur confirmer une chute aussi importante. Je vais vous montrer ça sur l'écran. Voilà, nous allons nous diriger vers le PFD, c'est-à-dire le Primary Flight Display, ou l'écran principal de navigation, où ici sont regroupées toutes les indications nécessaires à faire voler l'avion, en plus éventuellement ici des régimes moteurs, commandés ici. Dans l'absolu, avec la commande des moteurs, nous n'avons besoin de rien d'autre pour faire voler l'avion. Nous avons ici l'indicateur de vitesse, nous avons ici l'horizon artificiel, appelé aussi indicateur d'assiette, qui montre la position horizontale de l'avion en positif ou en négatif, également l'inclinaison en degrés. Ici l'altimètre, l'avion est bloqué actuellement en pilotage automatique à 35 000 pieds, et ici le variomètre, qui est l'indicateur de vitesse verticale, qui est surtout utile pour doser un atterrissage de manière très progressive. Et là, le compas ou la boussole, comme vous le souhaiterez. Voilà, rien qu'avec ceci, on peut faire voler l'avion sans rigoureusement rien d'autre. C'est ce que effectivement Blériot avait dans son avion, et encore très limité, Roland Garros en traversant la Méditerranée, et je ne vous parle pas de Lindbergh qui a traversé l'Atlantique. Ils en avaient moins que ça, je vous l'assure. Donc lorsqu'un avion décroche, ici on a l'altimètre qui défile à toute vitesse, en général confirmé par celui-ci, qui est l'altimètre de contrôle, le variomètre qui tombe à la verticale,
et éventuellement la vitesse qui varie, et lorsque les sondes pitot givrent, soit elle tombe à zéro, soit elle se fige, soit elle indique une vitesse erronée. Ce pourquoi les pilotes suivent des formations très spécifiques pour apprendre à voler sans. Voilà, donc ça reste extrêmement simple. On n'a pas besoin de tout le reste, même si ensuite on incrimine tout l'informatique d'envoyer les informations trop tard, ou dans le désordre, ou de manière incomplète. Non, normalement, ça suffit largement à nous indiquer avec l'alarme associée de survitesse ou de chute qu'il y a un problème très clair sur l'avion. Je reprends ma place. Donc, nous lisons ensuite la non prise en compte de l'alarme de décrochage par les pilotes pouvant être la conséquence de l'absence de l'identification de l'alarme sonore, en conséquence de faible exposition en formation au phénomène de décrochage, à l'alarme stall et au buffet. C'est proprement hallucinant, c'est à croire que les formations spécifiques n'ont servi à rien, en plus de l'apprentissage initial. Et de la confusion possible avec une situation de survitesse dont le buffet est également considéré comme symptôme. Là encore, c'est énorme. Non seulement il y a une alarme distincte pour chaque situation, mais il est inconcevable de les confondre et de prendre l'une pour l'autre, comme je viens de vous l'expliquer. Associé aux instruments, le doute n'est pas permis, d'autant que les deux alarmes correspondent à des situations antagonistes et ne peuvent pas, par exemple, se déclencher ensemble. Même dans un piqué en survitesse, l'alarme de décrochage ne pourra pas se déclencher puisque la portance reste effective. Page 47, on nous apprend qu'à 60 nœuds et en dessous, l'alarme de décrochage se déconnecte. Si les vitesses sont inférieures, pour ne pas émettre un faux signal au moment du décollage. C'est également évoqué page 196. L'avion a atteint une telle vitesse basse que en chute verticale que cela s'est produit. Alors voilà ce qui s'est produit en fait. L'alarme de décrochage se déconnecte en dessous de 60 nœuds, à condition que les sondes pitot soient capables de transmettre l'indication de vitesse. On s'interroge toutefois pourquoi est-ce que l'alarme de décrochage ne se couperait pas en dessous de, par exemple, 130 nœuds qui est la limite de la vitesse de décollage, qui sur cet avion, je crois, il y a 140 ou 145 nœuds. Pourquoi 60 ? Bon, ma foi, c'est pour être sûr qu'elle ne se déclenche pas en cours de décollage. Ce qui nous amène à la réaction suivante. Dans quelle situation se trouve un avion qui décroche ? Eh bien, chers amis, il se trouve en phase de décollage. Le fait que l'alarme se désactive à si basse vitesse doit être considéré comme une confirmation supplémentaire, associée aux autres informations. Dans ce cas-là, comme la procédure le veut et tout comme lors d'un décollage, position horizontale ou légèrement ascendante, sortie modérée des volets, ou si l'altitude le permet, un ordre à piqué modéré et plein gaz, position nommée Toga. Et on repart. Avec 10 000 mètres de marge, c'est imparable. C'est tellement imparable que cela n'a pas été démontré lors des deux procès. Alors qu'une cour de justice peut se déplacer parfois très loin et plusieurs fois pour bien moins, ici, nulle démonstration contradictoire dans un simulateur de ce qui aurait dû se passer. Idem pour tout ce que l'on peut voir et entendre sur l'historique de cet accident. Pas une démonstration comparative. C'est ce que je vais vous proposer à présent. Voilà, parce qu'on peut lire, voir et entendre une multitude d'analyses, de démonstrations de ce qui s'est produit. Mais qu'est-ce qui aurait en réalité dû se produire ? On le trouve nulle part, ou avec très peu de détails. Donc on va rapidement reprendre les événements. Givrage des sondes pitot. Elle n'envoie plus des informations correctes pour faire voler l'avion. Le pilote automatique se décroche. Se désactive, on va dire, et la gestion automatique des gaz également. Là, c'est une invitation très claire, avant même de comprendre ce qu'il se passe, une information très claire au pilote pour reprendre la main. Ici, j'ai givrage des sondes pitot et information désordonnée, on va dire, de la vitesse. La procédure est très claire, on ne touche à rien, on surveille que l'avion ne bouge pas, et on surveille que la vitesse et la poussée des moteurs ne bougent pas. Ça, c'est lorsqu'il y a un incident de fonctionnement sur les sondes pitot. Maintenant, le décrochage. Il se trouve que dans le vol AF447,
le pilote a donné un ordre à cabrer comme ceci, en emportant l'avion au-delà des 35 000 pieds, à peu près à 37 500 pour faire décrocher l'avion. L'avion est sorti de son domaine de vol, il n'y avait plus suffisamment d'air pour le porter, il s'est mis à décrocher. Et vous voyez que ça va très très vite, nous sommes déjà à 37,8, 37,9, donc normalement l'avion ne va pas tarder à décrocher. Position actuelle de l'avion. Et lorsque l'avion décroche, eh bien il tombe. Et là on va le provoquer, je vais prendre un peu de recul. Je vais mettre les moteurs au minimum. Je vais garder la position à cabrer, vraiment pour la démonstration. Et voilà, là on voit tout de suite le variomètre qui descend au plancher et l'altimètre qui commence à tomber. Nous sommes à plus de 39 000 pieds. Voilà, l'avion est en train de décrocher et il tombe à plat. J'essaye de le garder en vol. Maintenant, comment corriger ça? Voilà, alarme de décrochage. La vitesse tombe, ce qui est tout à fait normal. Le variomètre, et voilà, là l'avion tombe très clairement. Donc qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça? Comme la procédure le recommande, on met l'avion à l'horizontale, on le met légèrement piqué, vous voyez que la vitesse augmente naturellement. Je renvoie les moteurs à fond. La vitesse augmente, la portance revient et tout doucement je reprends le contrôle de l'avion. Et vous pouvez voir que je suis à 34 300 pieds, l'avion continue à tomber, la vitesse augmente. Voilà, le variomètre remonte, l'avion reprend de la portance et j'en reprends le contrôle. Tout simplement. J'aurais dû également vérifier que le compensateur était à 0 parce qu'il peut contrarier la position de plongée, de piqué, mais là vous avez vu que c'était quand même assez rapide et là je reviens à 35 000 pieds, la position de départ où je l'avais stabilisé. Voilà, 11 vols se sont tragiquement terminés par un décrochage en 51 ans. Un seul uniquement à cause du givrage des sondes Pitot, celui avec 3 pilotes aux commandes et 10 000 mètres d'altitude de marge pour le rattraper. Dans le rapport du BEA, le mot décrochage figure 216 fois pour 225 pages. Je n'aurais jamais cru qu'il aurait fallu autant de pages pour parler d'un phénomène certes particulièrement dangereux, mais qui est la première chose que l'on apprend à identifier et maîtriser lorsque l'on devient pilote. Merci de votre attention et bonne continuation.